C'est dans moins d'une heure que commenceront les consultations du président de l'État pour la constitution du prochain gouvernement israélien. Et pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Denis Charbit, professeur à l'Université de Tel Aviv. Bonjour Denis, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors, professeur à l'Université ouverte d'Israël. Ah, excusez-moi. Alors, on va parler des consultations du président, de ce processus, et puis bien entendu aussi, vous allez nous donner votre impression sur le résultat des élections. Alors, on va commencer par ce processus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'abord comment il va se passer ? Eh bien, c'est tout simplement, ça se passe de la manière suivante. Une fois que les résultats ont été publiés, même si on sait qu'il y a encore, on essaye de faire des décomptages supplémentaires, mais en gros, les résultats officiels sont connus. Le président de l'État d'Israël invite les représentants de toutes les formations représentées à la Knesset. Il y en a 11 cette fois-ci, une de plus que la précédente Knesset, pour leur demander à chacune d'elles à qui recommande-t-elle de confier la formation du prochain gouvernement. Il y aura donc des formations qui recommanderont bien sûr Benjamin Netanyahou, les fameux alliés naturels du Likoud. Au centre et à gauche, j'imagine qu'on recommandera Benny Gantz, et certainement que les listes arabes ne recommanderont personne pour former le prochain gouvernement. Et une fois muni de cette information, Rivlin n'a plus qu'à faire l'addition du nombre de sièges représentés par toutes ces formations, et si effectivement plus de 61 propose que ce soit Benjamin Netanyahou, Rivlin, de manière tout à fait en respectant le vœu de la majorité de ces formations, décidera donc de confier à Netanyahou le soin de former le gouvernement. Donc c'est visiblement ce qui va se passer, puisqu'il y a un bloc, comme vous l'avez dit, de droite qui soutient Benjamin Netanyahou d'à peu près entre 60 et 65 sièges, si bien entendu il n'y a pas de surprise et que Avigdor Lieberman proposera Benjamin Netanyahou comme celui qui formera la prochaine coalition. Alors c'est en fait une sorte de cérémonie, tous ces rendez-vous qui vont avoir lieu dans la maison du président. Alors, parce qu'en fait, il pourrait faire ça d'une façon beaucoup plus rapide, en passant un coup de fil ou quelque chose comme ça. Oui, c'est une manière, je dirais, d'officialiser, de formaliser. Les rituels en politique ont de l'importance, et donc il est tout à fait normal que cela se déroule de la manière suivante. Surtout que cette année, ça sera diffusé, et ça sera filmé et diffusé. Effectivement, c'est ce que Rivlin, c'est l'innovation en tout cas de Reuven Rivlin, dont je rappelle qu'il avait été soupçonné par Netanyahou de faire éventuellement des coups bas, etc. Donc pour répondre à cette accusation, il dit, ce sera fait en public. Ça ne veut pas dire que toute la cérémonie, mais en tout cas, j'imagine, en tout cas, on verra bien comment ça se déroule, mais en tout cas, la déclaration officielle sera faite par chacun des représentants des partis en question. Je dois dire d'ailleurs, pour reprendre la réserve que vous aviez exprimée au sujet de Lieberman, même s'il y a 60 députés et non pas 65, si Lieberman décide de s'abstenir, il ne décidera pas de proposer Gantz, ça me paraît politiquement inconcevable, mais même s'il décide de s'abstenir, le résultat ne changera pas beaucoup. Il sera malgré tout Benjamin Netanyahou sera le candidat qu'on aura le plus recommandé, puisque 60 députés auront exprimé ce vœu. Bien évidemment, cela créerait une tension politique, une crise politique, mais ça ne mettrait pas en cause le résultat final, c'est-à-dire le fait qu'il est plus que probable que Reuven Rivlin confie à Benjamin Netanyahou, puisqu'il aura le plus grand nombre de sièges, même si ce plus grand nombre de sièges pourrait ne pas correspondre à la majorité absolue des sièges à la Knesset. Donc c'est visiblement ce qui se passera. Donc on saura, puisque ces consultations vont se tenir sur 2 jours, aujourd'hui et demain, on saura donc normalement demain soir, je suppose, que Benjamin Netanyahou sera celui qui formera le prochain gouvernement, donc sera le prochain Premier ministre pour la 5e fois. Quelle va être la suite des événements, puisque après ces consultations commencent en fait les pourparlers avec les partis politiques. Exactement. Commence ce qu'on appelle très souvent dans la politique israélienne le deuxième tour. On n'a pas de deuxième tour en Israël. Tous les électeurs le savent bien. On vote une seule fois. Le deuxième tour, eh bien, effectivement, c'est la
formation de la coalition, c'est-à-dire les négociations qui vont s'ouvrir. Alors, le calendrier est très précis. Il s'agit dans un premier temps de 28 jours, donc on a un mois, un peu moins d'un mois, 28 jours très exactement, pour Benyamin Netanyahou, pour former ce gouvernement, mais en cas d'échec, s'il n'arrive pas au bout des 28 jours à présenter son gouvernement, à dire voilà, on s'est mis d'accord sur, alors c'est à la fois les lignes de force du futur gouvernement, et c'est surtout le partage des portefeuilles. À ce moment-là, il peut demander 14 jours de plus, et ça fait 42 jours en général de mémoire d'Israéliens, c'est toujours les 42 jours, en tout cas ces dernières. Il y a eu des périodes où on y arrivait plus rapidement, mais je dirais que les derniers précédents ont toujours montré qu'on allait jusqu'au bout, rien n'est possible. Je vous rappelle, par exemple, la dernière fois, c'est Lieberman qui, au dernier moment, n'est pas rentré au gouvernement et Netanyahou a présenté son gouvernement avec 61 députés. C'est là où, en dépit de tout ce que l'on a dit, de la victoire, etc., c'est là où, je dirais, la position de Netanyahou est un tout petit peu plus affaiblie, parce que là, il n'a pas 61 députés. Si Lieberman décide de s'obstiner comme il l'a fait la dernière fois, ça donne donc beaucoup plus de poids à Avigdor Lieberman pour obtenir les conditions qu'il voudrait obtenir, puisque sans lui, 60 députés, là pour le coup, ça suffit pour que Rivlin décide de recommander à Netanyahou la formation du gouvernement. En revanche, ce n'est pas suffisant pour obtenir la confiance du gouvernement, qui doit bien être celle de 61 députés. Donc en ce sens, on aura certainement 42 jours et on peut prévoir, mais on peut se tromper bien sûr également, on peut prévoir que jusqu'au bout, la négociation sera après dure, parce que là, ce sont bien sûr des alliés naturels, ce sont des personnes qui se connaissent les uns les autres, mais là, on va distribuer ce qui coûte le plus cher en politique, c'est-à-dire des postes ministériels. Alors justement, ces postes ministériels, ces portefeuilles, ces sièges autour de la table du gouvernement, quels vont être les grands enjeux, quels vont être on va dire les portefeuilles les plus demandés et sur lesquels il va avoir justement, où Benyamin Netanyahou va avoir beaucoup de mal à les partager? Alors, en général, c'est vrai que c'est toujours autour de la défense et le ministère du Trésor, le ministère des Finances, que se jouent les grands enjeux. Là, il semblerait que le fait que les formations qui sont tentées ou qui souhaiteraient avoir ce ministère-là, ces deux ministères-là, eh bien, ont eu un score si faible que finalement il est assez probable que cela reste dans le Likoud. Alors même si Carlon par exemple obtient le ministère des Finances, visiblement il ne pourra l'obtenir que s'il décide de rentrer finalement, de revenir au Bercail, de revenir à sa maison mère qui était le Likoud. Voilà. Donc sur ce plan-là, il est à peu près probable que la défense et les finances restent entre les mains du Likoud, puisqu'il y a les deux grands prétendants, ceux qui sont les deuxième et troisième partis de cette coalition et je dirais de la Knesset, sont le parti orthodoxe Shas et le parti orthodoxe Yahadut HaTorah, 8 et 7 mandats, 7 sièges actuellement, mais eux, leurs prétentions ne vont pas dans ce sens-là. Je serais très surpris, ça peut arriver, mais je serais très surpris si le Shas, parce qu'Aryeh Deri par exemple, demandait à être ministre des Finances, il pourrait, il se peut d'ailleurs très bien qu'il pose ça comme condition, et puis ensuite il y renonce en obtenant en contrepartie des choses qui l'intéressent. Ça fait partie des pourparlers en fait. Voilà, ça va partir des pourparlers. Le vrai enjeu, me semble-t-il aujourd'hui, c'est autour du ministre de la Justice et de l'Éducation, puisque l'Union des partis de droite l'ont réclamé et le Likoud le réclame également. Alors quand même, au sein du Likoud, vous parliez du ministre du portefeuille donc de la Défense, mais là aussi, il y a aussi plusieurs prétendants à ce portefeuille, au sein même du Likoud. Ah, au sein même du Likoud, oui, bien sûr. Non, attention, moi je ne parle ici que comment dire, des partis, bien sûr. Voilà, entre les partis, c'est ça qui se négocie, bien entendu. C'est encore une autre difficulté pour Benyamin Netanyahou. C'est une difficulté supplémentaire, mais là, je dirais qu'il est quand même maître après Dieu. C'est son parti, c'est le seul leader du Likoud capable de rapporter des victoires successives, et donc, d'une certaine manière, encore une fois, il est maître après Dieu. Alors, il fera des déçus, mais sa voix sera
l'emportera et personne, surtout, voilà ça que je veux dire, personne n'osera le contester, même si, d'une certaine manière, il dépendra ensuite, une fois que le gouvernement sera formé, ce gouvernement-là dépendra ensuite, aussi de son parti. Un, deux députés qui fait défaut, tel projet de loi pourrait ne pas passer, mais ça reste une marge de manœuvre extrêmement restreinte. Et dernière question concerne quelque chose qui nous intéresse particulièrement ici à Qualitas, c'est le ministère de l'intégration, ministère d'Aklita. Il y a deux prétendants là aussi, bien entendu Avigdor Lieberman et Israël Beitinou qui a été donc au poste qui était à la tête de ce ministère, et le parti Chasse qui a fait une grande campagne justement sur ce ministère et qui va aussi prétendre à obtenir ce portefeuille. D'après vous, est-ce qu'on peut prévoir déjà qui sera le gagnant ? Alors, je dirais que les deux sont bien placés pour l'obtenir. Le Chasse, parce qu'il est le deuxième parti deuxième parti de la coalition avec ses 8 sièges. Avigdor Lieberman, lui, son seul atout, c'est qu'il dispose, c'est que c'est lui qui déterminera si ce gouvernement passera ou pas. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'avec, dans la mesure où le gouvernement n'obtiendrait pas la confiance dans la Knesset, je dirais qu'en même temps, c'est un peu une épée de Damoclès. On ne pardonnerait pas à Lieberman de ne pas avoir permis la formation de ce gouvernement. Certains même lui prétendent qu'il voudrait essayer un gouvernement d'union nationale. De ce point de vue-là, il était dans une position plus forte avec lorsque le gouvernement disposait d'une majorité, même sans lui, parce que tout repose en fait sur lui, mais il est bien placé pour obtenir ce qu'il veut, précisément parce qu'il est ce qu'on appelle en politique le parti pivot, celui sans lequel le gouvernement ne pourrait pas fonctionner. Il est un allié naturel, mais en même temps c'est un allié beaucoup plus difficile que tous les autres. Merci Denis Chabet. On aurait pu parler encore bien entendu des résultats, etc., mais notre temps est terminé. Merci, je vais vous remercier de votre intervention et de vos éclaircissements ce matin sur Studio Qualitas. Voilà, 8h et presque 28 minutes. Dans 2 minutes, un peu moins de 2 minutes, ce sera la revue de la presse et des médias israéliens.